Mesdames et messieurs, bonsoir. Écologie au menu de l'invité de la rédaction ce soir. L'objectif de la COP28 de tripler les capacités en énergie renouvelable d'ici 2030 dans le monde est à portée de main à condition de soutenir le développement en Afrique et en Asie du Sud-Est. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie. Aujourd'hui, plus que jamais, l'avenir de la planète est en jeu. Chaque année est la plus chaude jamais enregistrée. La planète s'est réchauffée à 1,2 degrés Celsius depuis l'ère pré-industrielle. Plus la planète frôle les 2 degrés Celsius, plus le risque d'atteindre des points de bascule est important. Et pourtant, les émissions de gaz à effet de serre mondiales n'ont cessé d'augmenter depuis l'accord de Paris. L'Afrique doit mobiliser plus de 200 milliards de dollars par an pour sa réponse climatique d'ici 2030. Le continent est également confronté à un déficit de financement de 1 200 milliards de dollars pour ses objectifs de développement durable d'ici 2030. Où en est le monde par rapport aux engagements pris, ceux de la dernière COP, de l'accord de Paris? Comment agir pour le climat? Quelles actions mettre en place? Peut-on encore sauver la planète? Réponse ce soir avec Madame Aïcha Detsouli. Vous êtes professeure à l'IAV. Vous êtes également militante et actrice associative. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Pas plaisir partagé. Alors, pourquoi l'AIE souligne-t-elle aujourd'hui l'importance de soutenir le développement de l'Afrique, mais aussi des pays de l'Asie du Sud-Est? Pour pouvoir justement tripler ses capacités, ce qui est aujourd'hui à portée de main d'ici 2030. Oui, merci tout d'abord pour l'invitation, chère Mariam. Merci de votre intérêt pour ces problématiques qui sont cruciales, importantes, surtout quand on sait que actuellement le changement climatique est l'enjeu principal dans notre monde et qu'il a été dû et qu'il a été causé effectivement par des actions humaines passées et récentes. Et c'est d'ailleurs le rapport du GIEC qui l'atteste et qu'on a une augmentation, comme vous l'avez dit, des gaz à effet de serre qui provoquent ces perturbations, donc ce réchauffement qui est à l'origine de sécheresses, de pluies torrentielles, d'inondations, mais aussi de désertification. Et tout ceci, voyez-vous, est en relation. Ça, il ne faut pas l'oublier, il faut bien le noter, est en relation avec des problématiques humaines, donc de vie humaine, de vie sociale et de droits humains surtout. Et rappelons que l'Afrique est le continent qui paie pour l'instant le plus lourd tribut, sachant que c'est le continent qui émet le moins au monde. 4 à 5% et c'est là, maximum. Tout à fait, et c'est là qu'on va parler effectivement de cette grosse problématique de la justice climatique ou de la justice environnementale associée à de l'éthique, qui doit être associée à de l'éthique écologique et à de la responsabilité environnementale, parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, ces gaz à effet de serre ont surtout été émis par les pays du Nord, qui sont des pays développés, très industrialisés depuis très longtemps, et qui l'ont fait de manière excessive. Et malheureusement, ces gaz à effet de serre, il n'y a pas de frontières dans le ciel. Et donc, ces effets, ces gaz à effet de serre ont provoqué ces réchauffements qui se répercutent de manière encore plus négative et encore plus importante sur les pays du Sud. Pourquoi les pays du Sud? Parce que déjà, les pays du Sud, quand on parle de l'Afrique ou de l'Asie du Sud-Est, vous voyez, on a comme dans toute l'Afrique des pays arides, semi-arides, sahariens, déjà avec un climat qui n'est pas très humide, mais en plus, on a des pays qui sont en problématique de développement économique et social. Donc, ça accentue leurs problématiques sociales, et ce qui fait qu'ils subissent ces impacts négatifs sans en être responsables. Donc c'est vraiment une injustice climatique, et il est important, ça a été dit bien sûr à toutes les COP, que les pays du Nord en soient conscients, parce qu'il y a une responsabilité à avoir. Vous pensez que les pays du Nord doivent aujourd'hui prendre leurs responsabilités, notamment financières, vis-à-vis des pays du Sud? Écoutez, normalement, ils devraient, surtout si on parle des pays du Nord, donc l'Occident, qui parle des droits humains. C'est du droit à l'environnement qui est un droit établi par la CNUC, donc la Convention de cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, par toutes les lois universelles. Et on sait que l'Occident, qui est dans la démocratie, dans le respect des droits humains, devrait être le premier, effectivement, à comprendre cette responsabilité écologique, climatique, humaine. Et donc, il est d'ailleurs, l'Occident, pourquoi il devrait
avoir cette responsabilité et même l'appliquer de manière concrète. Parce que voyez-vous, il ne faut pas non plus oublier et dire que beaucoup de gens peut-être ne font pas le lien, mais sachez qu'il y a une relation sine qua non entre l'environnement et la pauvreté, et que l'un agit sur l'autre de manière négative lorsqu'il est aggravé ou menacé. Si nous détruisons l'environnement, nous pouvons provoquer une aggravation de la pauvreté des populations. Et on peut donner des exemples. De la même manière, si on augmente la pauvreté, on amène les populations à agir de manière négative sur l'environnement pour pouvoir vivre et pour pouvoir subsister. Donc, il faut que ce cercle vicieux soit rompu. Et pour qu'il soit rompu, nous devons absolument bloquer, arrêter et diminuer cette pauvreté. Comment ? En agissant déjà sur la protection de l'environnement et donc sur ce changement climatique qui est en train de causer des dégâts. Je rajouterai à cela l'autre problématique que l'Occident devrait avoir présent à l'esprit, c'est que toutes ces migrations des populations du Sud qui vont vers le Nord et qu'on laisse mourir dans les mers, et que les pays du Nord disent on ne peut pas recevoir tout le monde, on ne peut pas recevoir la misère du monde. Mais d'où vient cette misère du monde ? Parce que si on avait continué à vivre de manière naturelle, peut-être qu'il n'y aurait pas, parce qu'on a aussi les extractions minières. On a de la détérioration de l'environnement en Afrique et dans les pays du Sud à cause des exploitations et du profit de l'Occident. Donc ça, il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire, de le comprendre et de se dire, bon, d'ailleurs c'est prévu en 2050, les populations africaines vont doubler et il y aura des migrations encore plus intenses vers le Nord. Comment on va faire ? On va laisser ces gens mourir. Donc il faut absolument qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on tire la sonnette d'alarme et que chacun de nous assume sa responsabilité. Aussi bien les populations du Sud, mais aussi bien et encore plus les populations du Nord qui sont vraiment responsables de ces problématiques. Les populations du Nord qui doivent financer en tout cas, on va le dire, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Il y a eu, lors de la dernière COP, la COP 28, ce fonds dédié, donc pertes et préjudices. Mais on va dire que les sommes qui ont été en tout cas annoncées sont bien inférieures aux besoins aujourd'hui des pays africains. Tout à fait. Alors cette COP 28 par exemple qui a eu lieu à Dubaï était très intéressante dans le sens où il y a eu deux éléments qui ont émergé et qui étaient positifs. Le premier, c'est d'abord que tout le monde s'est mis d'accord sur normalement le début de la fin de l'utilisation des combustibles fossiles. Donc j'espère vraiment que ça a été cité. Voilà, c'était la première fois que tout le monde s'est mis d'accord là-dessus. Quel bilan doit-on faire maintenant ? Voilà, on va voir. Donc c'est prévu normalement pour 2030, logiquement, il y a l'horizon 2030. Et en même temps, on a constaté que beaucoup de pays de bonne volonté, franchement, ont contribué, ont promis et ont contribué au financement de plusieurs fonds, dont le fonds vert, le fonds pour pertes et préjudices également, avec beaucoup de milliards, certes, et d'autres milliards qui, normalement, devraient arriver. Sauf que, quand on fait le bilan, d'ailleurs le bilan mondial de la COP l'a dit de manière claire, malgré toutes ces aides et tous ces millions de dollars qui sont versés et qui vont être versés, les fonds mobilisés restent insuffisants. Eh bien, ils restent insuffisants par rapport aux préjudices portés aux pays du Sud et qu'il faut absolument, non seulement que les États-Unis qui ont promis les 100 milliards de dollars chaque année le fassent, parce que ça n'est pas encore fait, donc il faut vraiment se mobiliser, être dans... C'est pour ça qu'on va parler de l'éthique gouvernementale, mais l'éthique climatique qui va aider à diminuer les misères de ce Sud qui dérange le Nord. Alors, dans ce contexte international qu'on vient de poser ensemble, comment se place aujourd'hui le Maroc ? Le Maroc qui va également vers sa 7e année de sécheresse cette année. Le Maroc est un pays également très engagé. Tout à fait. Des mesures qui ont été mises en place depuis bien nombreux d'années. Alors je vais vous étonner, en vous disant que d'abord on doit être fier de notre pays. On doit être fier aussi, c'est le moment de le dire, de notre roi, parce que je crois que notre roi a assisté au sommet de Johannesburg en 2002, il me semble, et je pense qu'il est très imprégné par cette question écologique. Il la porte vraiment fort en lui. Mais ce qui est important aussi à dire pour le Maroc, c'est l'histoire. C'est que le Maroc, sachez
qu'il est engagé et il a donné de l'importance à l'environnement, pas seulement depuis 92 ou 2002, pas seulement depuis 73 ou 94, parce qu'il a signé plusieurs conventions internationales, mais sachez que c'est depuis 1917 et 1934, on a des daïrs marocains qui parlent de l'environnement, de la protection de la forêt et de la protection des espaces écologiques. Donc, le Maroc est engagé depuis très longtemps, sauf que il est évident que l'intérêt a grandi, est devenu beaucoup plus efficient, beaucoup plus réel, beaucoup plus concret avec les COP, puisque le Maroc a déjà abrité la COP 7, et puis il a abrité la COP 22. Absolument. Et il s'est engagé dans les accords de Paris pour la COP 21. Et puis l'année dernière, il y a eu cet appel à l'action. À l'action, mais depuis longtemps, depuis les années 92, 94, 2009, on a énormément de programmes pour l'environnement, pour les changements climatiques, pour l'adaptation, pour la protection de l'eau, des océans, des forêts, etc. Et puis dernièrement, on peut citer quand même la stratégie nationale pour le développement durable. On peut citer la stratégie nationale pour la transition énergétique, l'efficacité énergétique, et les énergies renouvelables. D'ailleurs, je vais peut-être vous étonner, mais je vais vous dire que... Étonnez-moi. Oui, je vais vous étonner parce que moi, je suis fière de le dire. Le Maroc a été quand même classé 2e mondial après la Suède par rapport à ses engagements contre les changements climatiques. Et ça, c'est une fierté. Et donc, le Maroc a énormément de programmes, que ce soit au niveau des énergies renouvelables. D'ailleurs, on peut dire que le Maroc est un pionnier, un leader en Afrique. Et on peut citer l'exemple de la station Nour de Ouarzazate, qui est quand même une des stations les plus grandes au monde, et bien sûr la plus grande en Afrique. Nous avons également les parcs éoliens de Midels et de Tarfaya. Et ces stations nous permettent de produire plusieurs mégawatts en énergie, en électricité renouvelable. Et le Maroc, d'ailleurs, s'est engagé à produire 52% de son électricité par l'énergie renouvelable pour l'horizon 2030. Et pour le moment, je crois qu'on est à 38%. Donc je pense qu'on est dans la bonne voie et sous les directives de Sa Majesté qui suit les choses. Et on a aussi un ministère de la transition énergétique qui agit, qui fait. J'ai vu dernièrement que notre ministre, par exemple, Madame Ben Ali, qu'on peut saluer, a demandé à ce que, au niveau de la CGEM, toutes les entreprises privées contribuent de manière efficiente, réelle et importante au financement des projets pour les énergies renouvelables et pour l'adaptation et autres. Merci à vous. Donc un Maroc très engagé, un Tout à Maroc fait. engagé pour la préservation de la planète et également pour l'avenir, la préservation de cette planète pour les futures générations. Merci à vous, Aïcha. Tout à fait. Detsouli, je rappelle que vous êtes professeure à l'IAV, spécialiste dans l'environnement. Vous êtes également militante et actrice associative. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci. Un grand plaisir. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.